Le silence. C'est le silence qui m'a frappé en premier. Pas l'absence de bruit ordinaire, non. Ce silence-là était différent. Il avait une texture, une densité que je n'avais jamais ressentie auparavant dans cette maison où j'ai vécu pendant 43 ans. Je me tenais dans l'encadrement de la porte du salon, mon sac à main encore à l'épaule, les clés de la maison serrées dans ma main droite, et je fixais l'espace vide où se trouvait mon Steinway. Mon cerveau refusait de comprendre. Mes yeux voyaient, mais quelque chose en moi rejetait l'information. Le parquet de chêne, là où le piano avait reposé depuis 1982, était plus clair. Un rectangle parfait de bois préservé de la lumière pendant décennies, comme une cicatrice inversée, comme l'empreinte d'un fantôme. J'ai fait 3 pas dans la pièce. Mes jambes tremblaient. À 69 ans, on apprend à connaître son corps, ses faiblesses, ses signaux d'alarme. Ce tremblement-là n'avait rien à voir avec l'âge ou la fatigue, c'était de la terreur pure. Où est mon piano ? J'ai prononcé ces mots à voix haute, dans le vide de ce salon soudain devenu étranger. Ma voix était méconnaissable, rauque, cassée. Je dois vous expliquer quelque chose avant d'aller plus loin. Ce piano n'était pas un simple instrument. Ce Steinway modèle B, fabriqué en 1923 à Hambourg, était l'âme de cette maison. Il était arrivé ici le jour de mon mariage avec Henri, le 15 juin 1982. Henri l'avait fait venir spécialement d'un antiquaire de Vienne. Il avait économisé pendant 7 ans pour me l'offrir. 7 ans de sacrifices silencieux, de petits renoncements quotidiens pour que je puisse continuer à jouer sur un instrument digne de ma formation au Conservatoire de Bordeaux. Mais je m'égare. Laissez-moi d'abord vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là, le 14 mars 2024, avant que je ne découvre l'impensable. J'avais un rendez-vous médical à 9 heures, un contrôle de routine, rien de grave. À mon âge, on accumule les rendez-vous chez les spécialistes, comme d'autres collectionnent les timbres. Ce matin-là, c'était l'ophtalmologue. Le docteur Martineau, un homme charmant qui me suit depuis 15 ans, voulait vérifier l'évolution de ma cataracte. Rien d'urgent. J'étais partie de la maison à 8h30. Nathalie, ma belle-fille, était déjà levée. Je l'avais croisée dans la cuisine. Elle buvait son café, les yeux rivés sur son téléphone, comme toujours. Elle m'avait à peine regardée quand je lui avais dit au revoir. « À bientôt, belle maman », avait-elle murmuré sans lever la tête. Je me souviens avoir pensé, en fermant la porte d'entrée, que quelque chose dans son attitude était différent. Une tension dans ses épaules, un évitement de mon regard plus prononcé que d'habitude. Mais j'ai chassé cette pensée. À force de chercher des problèmes là où il n'en a pas, on finit par en créer. Si seulement j'avais écouté mon instinct ce matin-là. Le rendez-vous s'est bien passé. Ma cataracte évolue lentement, rien d'alarmant. Le docteur Martineau m'a prescrit de nouvelles gouttes et m'a donné rendez-vous dans 6 mois. J'ai fait quelques courses en rentrant. Du pain chez Durand, le boulanger de la rue Sainte-Catherine, qui fait encore son levain à l'ancienne, des fleurs chez Madame Leblanc, des tulipes jaunes pour égayer l'entrée, un détour par la librairie Mola pour récupérer un livre que j'avais commandé, une biographie de Clara Schumann. Je suis rentrée vers 11h30. Et c'est là que tout a basculé. Avez-vous déjà vécu un moment où le monde que vous connaissiez s'effondre en une fraction de seconde? Un moment où vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant? Si oui, vous comprenez ce que j'ai ressenti en voyant cet espace vide. Sinon, je vous souhaite de ne jamais le connaître. Je suis restée immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité. En réalité, cela n'a probablement duré que quelques secondes. Le temps de comprendre, le temps d'accepter que mes yeux ne me trompaient pas. Mon Steinway avait disparu. Je me suis précipitée vers l'escalier. Mes jambes me portaient à peine, mais une énergie nouvelle, celle de la panique, m'a propulsée vers le premier étage. Nathalie, il fallait que je trouve Nathalie. Elle devait savoir, elle devait pouvoir m'expliquer.
J'ai frappé à la porte de la chambre qu'elle partage avec mon fils Julien. Pas de réponse. J'ai ouvert. La pièce était vide, le lit fait, avec cette précision maniaque qui caractérise ma belle-fille. Tout était à sa place, les coussins disposés symétriquement, les rideaux tirés exactement de la même longueur de chaque côté. J'ai continué ma recherche. La salle de bain, le bureau, la chambre d'amis. Vide, tout était vide. Et puis j'ai entendu un bruit venant du jardin, une voix, celle de Nathalie au téléphone. Je suis descendue aussi vite que mes jambes me le permettaient. J'ai traversé la cuisine, poussé la porte vitrée qui donne sur la terrasse. Nathalie était là, assise sur le banc en fer forgé, sous le magnolia que Henri avait planté l'année de la naissance de Julien. Elle riait, un rire léger, insouciant. Elle m'a vu arriver et son rire s'est figé. « Je te rappelle », a-t-elle dit dans son téléphone avant de raccrocher. Elle s'est levée. Elle portait une robe blanche, légère malgré la fraîcheur de mars. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval parfaite. À 42 ans, Nathalie ressemblait toujours à la jeune femme que Julien nous avait présentée il y a 15 ans. Belle, froide, impénétrable. « Où est mon piano, Nathalie ?» Ma voix ne tremblait plus. Quelque chose s'était cristallisé en moi, une détermination que je ne me connaissais pas. Elle a eu un sourire. Ce sourire-là, je ne l'oublierai jamais. Un mélange de condescendance et de satisfaction mal dissimulée. « Ah, le piano » a-t-elle dit en croisant les bras. « Je l'ai fait enlever ce matin. Une brocante de Libourne est venue le chercher. » Le monde s'est arrêté de tourner. « Vous l'avez fait quoi ?» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les mots ne faisaient aucun sens. Comment pouvait-on faire enlever un piano de cette valeur comme on se débarrasse d'un vieux canapé ? « Écoutez, belle maman, » a-t-elle poursuivi, d'une voix calme, presque douce, comme si elle s'adressait à une enfant difficile. Ce piano prenait énormément de place dans le salon, et, soyons honnêtes, vous ne jouez même plus. Cela faisait des mois que je n'avais pas entendu une seule note. Il était temps de repenser cet espace. Julien et moi avons besoin de pouvoir recevoir convenablement. Je ne jouais plus depuis quelques mois, c'est vrai. L'arthrose de mes doigts me faisait souffrir. Certains matins, je pouvais à peine tenir une tasse de café. Mais ne plus jouer ne signifiait pas avoir renoncé. Ne plus jouer ne signifiait pas avoir perdu mon amour pour cet instrument. Ne plus jouer ne signifiait pas qu'elle avait le droit de me le voler, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, un vol, pur et simple. Ce piano vaut 60 000 €, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. C'était le cadeau de mariage de Henri. Mes initiales sont gravées sur le cadre. Vous n'aviez aucun droit de le toucher. Nathalie a haussé les épaules, un geste désinvolte qui m'a glacé le sang. 60 000 €, vraiment? C'est ce que vous pensez? La brocante m'a donné 300 €. Ils ont dit que c'était un vieux piano qui ne valait plus grand-chose. De toute façon, belle maman, à votre âge, vous n'avez plus besoin de tout cet espace. Julien et moi avons discuté. Nous pensons qu'il serait peut-être temps pour vous de considérer d'autres options de logement. 300 €. Elle avait vendu le Steinway de 1923, l'instrument qui avait accompagné toute ma vie de musicienne, le dernier cadeau de mon mari défunt, pour 300 €. Et elle me suggérait de quitter ma propre maison. Je dois m'arrêter un instant ici. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une trahison de ce niveau. Quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui détruit quelque chose d'irremplaçable et vous regarde droit dans les yeux comme si c'était parfaitement normal. Je lis tous vos commentaires, vous savez. Vos histoires me touchent profondément. Laissez-moi maintenant vous ramener en arrière. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous parle de ma vie, de ma vraie vie, celle d'avant Nathalie. Je suis née en 1955 dans une petite maison du quartier Saint-Michel à Bordeaux.
Mes parents n'étaient pas riches. Mon père travaillait au chantier naval, ma mère était couturière. Mais ils avaient un rêve pour moi, un rêve qui avait commencé le jour où, à l'âge de 4 ans, j'avais entendu un concert de piano à la radio et j'étais restée immobile, hypnotisée pendant toute la durée du morceau. C'était le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Je ne connaissais pas le nom du compositeur à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était un piano. Mais je savais, avec cette certitude absolue que seuls les enfants possèdent, que ce son était le plus beau du monde. Mes parents ont économisé pendant 2 ans pour m'acheter un petit piano droit d'occasion, un Pleyel fatigué avec 3 touches qui ne fonctionnaient plus vraiment, acheté à une vieille dame de la rue Camille Godard qui partait en maison de retraite. Je me souviens encore de l'odeur de ce piano, un mélange de bois ancien, de cire et de quelque chose d'indéfinissable. L'odeur de la musique peut-être. J'ai commencé les leçons à 6 ans. Madame Delacroix, mon premier professeur, était une femme sévère aux cheveux gris tirés en un chignon impeccable. Elle ne souriait jamais, ne faisait jamais de compliments. Mais elle m'a appris la discipline. Elle m'a appris que le talent ne suffit pas, que seul le travail acharné, jour après jour, permet de transformer un don en maîtrise. À 15 ans, j'ai été admise au Conservatoire de Bordeaux. C'était en 1970. Une année de bouleversement pour le monde entier, mais pour moi, c'était simplement l'année où ma vie a vraiment commencé. Le conservatoire était un bâtiment imposant, avec des couloirs qui résonnaient de gammes et d'arpèges à toute heure du jour. L'odeur de colophane des archets de violon se mêlait à celle du parquet ciré. Intimement mais intimement. Varié pacing, slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight urgence durant confrontation. Un de chaque section questions avec genuine curiosité, invitant réponse. Sondé comme celui qui veut connecter, non juste taler une histoire. Les fenêtres hautes laissaient entrer une lumière dorée qui semblait faite exprès pour accompagner la musique. C'est là que j'ai rencontré Henri. Il n'était pas musicien. Il travaillait à la bibliothèque du conservatoire, un emploi d'étudiant pour payer ses études de droit. Il avait 22 ans, des yeux d'un bleu très clair et une façon de me regarder qui me faisait rougir jusqu'aux oreilles. La première fois qu'il m'a adressé la parole, c'était un mardi de novembre. Je cherchais d'une partition de Chopin, le Nocturne en mi bémol majeur, opus 9, numéro 2. Il m'a aidé à la trouver. Nos doigts se sont frôlés quand il me l'a tendue. J'ai senti une décharge électrique parcourir tout mon bras. « Vous jouez magnifiquement, m'a-t-il dit. Je vous ai entendu répéter hier. C'était la sonnette au clair de lune, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Peu de gens reconnaissaient les morceaux à l'oreille, surtout ceux qui n'étaient pas musiciens. « Vous connaissez Beethoven ?» ai-je répondu. Il a souri, ce sourire qui allait illuminer ma vie pendant les 38 années suivantes. Ma mère adorait Beethoven, a-t-il expliqué. Elle jouait du piano avant de tomber malade. Elle me faisait écouter des disques tous les dimanches. La sonnette au clair de lune était sa préférée. À partir de ce jour, Henri venait m'écouter répéter chaque fois qu'il le pouvait. Il s'asseyait au fond de la salle, silencieux, attentif. Et quand j'avais terminé, il m'offrait ses impressions avec une sensibilité qui me touchait profondément. Il ne parlait pas de technique, il parlait d'émotion, de ce que la musique lui faisait ressentir. Nous nous sommes mariés en 1982, 12 ans après notre première rencontre. Pourquoi si longtemps ? Parce que j'avais voulu d'abord construire ma carrière. J'avais donné des concerts dans toute la France, en Belgique, en Suisse. J'avais enseigné au conservatoire. J'avais vécu ma passion pleinement avant de m'engager dans une autre aventure. Et le jour de notre mariage, Henri m'a offert le Steinway. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. La cérémonie avait eu lieu à la mairie de Bordeaux, suivie d'une réception dans le jardin de cette maison que nous venions d'acheter ensemble. Une maison spacieuse, avec de hauts plafonds et un salon assez grand pour accueillir un piano à queue. Après le départ des derniers invités, Henri m'a pris la main et m'a guidé vers le salon.
Un drap blanc recouvrait quelque chose de massif au centre de la pièce. « Ferme les yeux », m'a-t-il dit. J'ai obéi. J'ai entendu le froissement du tissu qu'on retire, et puis sa voix, douce et émue. « Tu peux regarder maintenant. » J'ai ouvert les yeux. Le Steinway était là, majestueux, sa laque noire brillant sous les derniers rayons du soleil couchant qui entrait par la fenêtre. Je me suis approchée incrédule. J'ai caressé le bois du couvercle. J'ai soulevé celui-ci pour révéler les touches d'ivoire, patinées par des décennies de musique. Et là, sur le cadre en fonte dorée, j'ai vu les lettres gravées. M.D. Mes initiales, Marguerite Delmas. Henri l'avait fait graver spécialement. Il avait retrouvé un artisan à Vienne qui travaillait encore selon les méthodes traditionnelles. J'ai pleuré, de bonheur, de gratitude, d'amour. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Ce soir-là, j'ai joué pour Henri jusqu'à minuit. Le nocturne en mi bémol, bien sûr, la sonnette au clair de lune, en hommage à sa mère. Et puis des morceaux que j'improvisais, juste pour lui, juste pour nous. Ce piano a été le témoin de toute notre vie ensemble. Les premiers pas de Julien, notre fils unique, né en 1985. Les fêtes de famille, les moments de joie et les moments de tristesse. Les soirs où je jouais pour chasser les soucis. Les matins où la musique accompagnait le lever du soleil. Et puis, Henri est parti. Cancer du pancréas. Foudroyant. En 3 mois, l'homme de ma vie n'était plus là. C'était en 2020, l'année où le monde entier s'est arrêté. L'année où j'ai perdu mon encre. Après sa mort, le piano est devenu mon refuge. Je jouais des heures entières, les yeux fermés, imaginant qu'Henri était toujours là, assis dans son fauteuil, à m'écouter. La musique me permettait de rester connectée à lui, à notre histoire, à tout ce que nous avions construit ensemble. Et puis Julien m'a annoncé qu'il voulait revenir vivre à Bordeaux, avec Nathalie. Je dois vous dire quelque chose sur mon fils. Julien est un homme bon. Il ressemble à son père par bien des aspects. Il a les mêmes yeux bleus, la même douceur dans la voix. Mais il a une faiblesse que Henri n'avait pas. Julien est incapable de s'opposer à sa femme. Nathalie l'a séduit il y a 15 ans, lors d'un voyage d'affaires à Paris. Elle était consultante en marketing, belle, ambitieuse, sûre d'elle. Tout ce que Julien admirait et n'était pas lui-même. Je crois qu'il a été fasciné par sa force, par son assurance. Il n'a pas vu la froideur derrière le charme. Il n'a pas senti le calcul derrière les sourires. Je l'ai vu, moi. Dès leur première rencontre, quelque chose m'a mise mal à l'aise. La façon dont elle regardait notre maison, la façon dont elle comptait les mètres carrés du salon, la façon dont ses yeux brillaient quand Henri lui expliquait qu'il avait hérité cette propriété de ses parents. Mais j'ai gardé mes inquiétudes pour moi. Une mère n'a pas à choisir les compagnes de son fils. Une mère doit accepter, accueillir, aimer. J'ai essayé. Pendant 15 ans, j'ai essayé. Quand ils ont emménagé ici, en septembre 2022, j'ai cru que cela pourrait bien se passer. La maison était assez grande pour 3. Julien travaillait de chez lui, ce qui lui permettait de m'aider pour les courses et les rendez-vous médicaux. Nathalie avait trouvé un poste dans une agence de communication à Bordeaux. Tout semblait s'organiser harmonieusement. Mais très vite, les petits signes sont apparus. D'abord, les remarques, toujours formulées avec un sourire, toujours enrobées de fausses sollicitudes. « Belle maman, vous ne trouvez pas que ce piano est encombrant? Imaginez comme ce salon serait lumineux sans lui. Belle maman, vous jouez encore à cette heure? J'ai un mal de tête, vous savez. Belle maman, ces partitions qui traînent partout, cela fait vraiment désordre. » J'encaissais. Je souriais, je rangeais mes partitions, je jouais moins souvent et moins longtemps. Et puis il y a eu les changements dans la maison. Un jour, le vieux buffet de famille a disparu, remplacé par une console design en métal et verre. Un autre jour, les rideaux de velours bordeaux que j'avais choisis avec Henri ont été remplacés par des stores blancs minimalistes.
Peu à peu, la maison que j'avais construite pendant 40 ans se transformait en showroom IKEA. Je n'ai rien dit, je me suis adaptée, je me suis effacée. Et ma belle-fille a pris mon silence pour un consentement. Dites-moi, est-ce que certaines d'entre vous reconnaissent cette situation, cette façon dont on nous pousse doucement, progressivement, vers les marges de notre propre vie? Écrivez-moi dans les commentaires. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu cela. Revenons maintenant à ce 14 mars 2024. À ce moment, dans le jardin, face à Nathalie et son sourire satisfait. Après sa révélation, j'ai senti mes jambes céder sous moi. Je me suis rattrapée au dossier d'une chaise de jardin. Ma vision s'est brouillée. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Nathalie n'a pas bougé pour m'aider. Elle m'a regardée vaciller avec une expression que je ne peux décrire que comme de la curiosité détachée, comme un scientifique observant une expérience. « Vous devriez vous asseoir, belle maman, a-t-elle dit. À votre âge, ces émotions ne sont pas bonnes pour le cœur. » À mon âge. Ces 3 mots revenaient sans cesse dans sa bouche. À mon âge, je ne devrais plus jouer du piano. À mon âge, je ne devrais plus prendre de décision. À mon âge, je devrais me contenter de regarder ma vie se faire démonter pièce par pièce sans protester. J'ai trouvé la force de me redresser, de la regarder droit dans les yeux. « Où est Julien ?» ai-je demandé. « Au bureau. Il avait une réunion importante. Il rentrera ce soir. » Il était au courant ? Un silence, infinitésimal, mais révélateur. « Nous en avions discuté, a-t-elle finalement répondu. Il était d'accord que ce piano prenait trop de place. Je ne l'ai pas cru, pas une seconde. Julien n'aurait jamais accepté cela, pas consciemment, pas délibérément. Elle avait dû le manipuler, lui présenter les choses différemment, obtenir un vague acquiescement qu'elle avait interprété comme un feu vert. Je suis rentrée dans la maison. J'ai traversé le salon en évitant de regarder l'espace vide. J'ai monté les escaliers. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et là, seule, je me suis effondrée. J'ai pleuré pendant des heures. Des sanglots silencieux d'abord, puis des cris que j'étouffais dans mon oreiller pour que Nathalie ne les entende pas. Je pleurais le piano. Je pleurais Henri. Je pleurais la vie que j'avais connue et qui s'écroulait autour de moi. Vers 18h, j'ai entendu la voiture de Julien dans l'allée. Les portières qui claquent, les voix en bas. Nathalie qui parlait vite, sur ce ton urgent qu'elle prend quand elle veut façonner l'opinion de quelqu'un avant qu'il n'ait le temps de réfléchir. Des pas dans l'escalier, 3 coups à ma porte. « Maman ?» La voix de Julien était hésitante, coupable. J'ai ouvert. Mon fils se tenait devant moi, le visage défait. Derrière lui, dans le couloir, j'apercevais Nathalie qui guettait. « Maman, je suis désolée, a-t-il commencé. Je ne savais pas que Nathalie allait faire ça aujourd'hui. Je pensais qu'on en discuterait d'abord tous ensemble. » Tu savais donc. Pas comme ça. Elle m'avait dit qu'elle voulait réaménager le salon. Je pensais qu'elle parlait de déplacer quelques meubles. Je ne pensais pas... Tu ne pensais pas quoi, Julien ? Que ta femme était capable de vendre le cadeau de mariage de ton père pour 300 € à une brocante ? Son visage s'est décomposé. 300 €? Mais elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Il s'est tu. Il a baissé les yeux. Mon fils, mon unique enfant, n'osait même pas me regarder. Elle m'a dit que le piano était en mauvais état, qu'il aurait fallu des milliers d'euros pour le restaurer, qu'il valait mieux s'en débarrasser maintenant plutôt que de continuer à le voir se détériorer. Des mensonges. Le Steinway était en parfait état. Je le faisais accorder 2 fois par an par Monsieur Chevalier, l'accordeur attitré du Grand Théâtre de Bordeaux. La dernière fois, c'était en janvier. Monsieur Chevalier m'avait dit que l'instrument était remarquablement préservé, qu'il pourrait jouer encore 100 ans sans problème. Julien, ce piano valait 60 000 € au minimum. C'était un Steinway de 1923, importé de Vienne, avec mes initiales gravées par un artisan. Ton père avait économisé 7 ans pour me l'offrir. 7 ans.
Je voyais la réalisation se peindre sur son visage, la compréhension de ce qui s'était réellement passé, la honte. « Je vais appeler la brocante », a-t-il dit. « On va le récupérer. » 2 jours plus tard, c'est le temps qu'il a fallu à Julien pour retrouver la trace de la brocante. Un établissement de Libourne appelé les Trésors du passé, spécialisé dans les meubles anciens et les successions. Nous y sommes allés ensemble, lui et moi. Nathalie n'était pas invitée. Elle avait d'ailleurs disparu depuis 2 jours, prétextant un voyage d'affaires à Paris. En réalité, je crois qu'elle fuyait l'affrontement. Les Trésors du passé occupaient un grand entrepôt dans la zone industrielle de Libourne. Une enseigne défraîchie, un parking poussiéreux, des meubles hétéroclites entassés sous un auvent de tôle. Pas exactement l'endroit où l'on s'attend à trouver un Steinway de collection. Le propriétaire s'appelait Gérard Bonnefoy. Un homme d'une 60aine d'années, le ventre généreux, la moustache fournie, l'œil vif derrière des lunettes à monture épaisse. Il nous a accueillis avec une méfiance non dissimulée. « Le piano ? Quel piano ? Le Steinway à queue que vous avez acheté jeudi dernier, a dit Julien, chez ma mère, à Bordeaux. C'était une erreur. Nous voulons le racheter. » Bonnefoy a croisé les bras. « Ah, ce piano-là. Désolé, je ne l'ai plus. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça, vous ne l'avez plus ? » Je l'ai revendu le lendemain de l'achat, un collectionneur de Paris. Il était de passage, il cherchait des instruments anciens. Quand il a vu le Steinway, il a tout de suite compris ce qu'il avait sous les yeux. Pas comme la dame qui me l'a vendu. « Pour combien ?» ai-je demandé d'une voix blanche. Bonnefoy a eu un petit rire gêné. « Écoutez, madame, les affaires sont les affaires. J'achète, je revends, c'est mon métier. » « Pour combien ? 25 000 €. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Cet homme avait acheté mon piano 300 € et l'avait revendu 25 000 le lendemain. Un profit obscène. Et le collectionneur parisien l'avait eu pour moins de la moitié de sa vraie valeur. Tout le monde avait gagné. « Qui est ce collectionneur ?» a demandé Julien, la mâchoire serrée. « Nous voulons son nom, son adresse. Nous sommes prêts à lui racheter le piano. » Bonnefoy a secoué la tête. « Impossible, confidentialité des clients, je ne peux pas vous donner ces informations. » « Ce piano a été vendu sans le consentement de sa propriétaire, ai-je dit. C'est un vol, nous pourrions porter plainte. » « Plainte contre qui ? La dame qui me l'a vendu avait les clés de votre maison. Elle m'a montré des factures électricité à son nom. » Pour moi, elle était parfaitement légitime. Si vous avez un problème avec elle, c'est entre vous. Moi, j'ai acheté de bonne foi et revendu de bonne foi. Je n'ai rien à me reprocher. Il avait raison. Légalement, il n'avait rien fait d'illégal. C'était Nathalie, et elle seule, qui avait omis une faute. Mais la prouver, obtenir réparation, récupérer le piano, tout cela semblait soudain impossible. Nous sommes repartis bredouille. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Julien n'a pas dit un mot. Ses mains étaient crispées sur le volant, ses jointures blanches. Je voyais les larmes couler silencieusement sur ses joues. « Je suis désolée, maman », a-t-il finalement murmuré. « Je suis tellement désolée. » Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire ? Que ce n'était pas sa faute ? C'était un mensonge. Il avait laissé Nathalie prendre le contrôle de notre famille. Il avait fermé les yeux sur ses manipulations. Il avait choisi la paix conjugale plutôt que la loyauté filiale. Mais c'était mon fils. Et malgré tout, je l'aimais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, je me repassais en boucle les événements. Le salon vide, le sourire de Nathalie, les 25 000 € de bonne foi, le collectionneur parisien anonyme. Et au milieu de ce tourbillon de pensées, une certitude a commencé à émerger. Je n'allais pas abandonner. Je n'allais pas laisser mon piano disparaître dans la nature. Je n'allais pas accepter cette injustice. J'avais passé ma vie à jouer du piano. Je connaissais le monde de la musique classique comme ma poche. J'avais des contacts, des amis, des anciens collègues.
Si quelqu'un pouvait retrouver un Steinway de 1923 avec les initiales MD gravées sur le cadre, c'était moi. Le lendemain matin, j'ai commencé mes recherches. D'où m'écoutez-vous en ce moment? Je suis curieuse de savoir d'où viennent les personnes qui suivent mon histoire. Écrivez-moi votre ville dans les commentaires. Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille? Ou peut-être d'un autre pays francophone? La Belgique, la Suisse, le Québec? J'aimerais vraiment le savoir. Mais revenons à mon enquête. Ma première démarche a été de contacter Monsieur Chevalier, l'accordeur. Je l'ai appelé dès 8 heures du matin, sachant qu'il commençait ses journées tôt pour éviter la chaleur de l'après-midi qui faisait gonfler les cordes des pianos. « Monsieur Chevalier, c'est Marguerite Delmas à l'appareil. »« Madame ?» Sa voix chaleureuse m'a réchauffé le cœur. « Quel plaisir de vous entendre! Comment va notre magnifique Steinway ?» J'ai avalé ma salive. C'est justement de cela que je voulais vous parler. Je lui racontai toute l'histoire. Le vol, déguisé en vente, la brocante, le collectionneur parisien. À mesure que je parlais, j'entendais sa respiration se faire plus courte, plus indignée. « C'est inadmissible », a-t-il dit quand j'ai eu terminé. « Un instrument de cette qualité, avec une telle histoire. Madame Delmas, je vais vous aider. J'ai des contacts dans tout le réseau des antiquaires spécialisés en instruments. Si ce piano est quelque part en France, nous le retrouverons. » C'était exactement ce que j'espérais entendre. Au cours des jours suivants, Monsieur Chevalier a activé son réseau. Il a contacté des collègues accordeurs, des marchands d'instruments anciens, des commissaires-priseurs spécialisés dans les ventes de prestige. Il a envoyé des descriptions détaillées du Steinway avec les caractéristiques qui le rendaient unique, l'année de fabrication, le numéro de série, les initiales gravées. Pendant ce temps, j'ai moi-même contacté tous les gens que je connaissais dans le monde musical. D'anciens élèves devenus professionnels, des collègues du conservatoire, des amis musiciens dispersés aux quatre coins de la France et de l'Europe. La réponse de la communauté m'a profondément émue. Tout le monde voulait aider. Des messages de soutien affluaient, des propositions de participation aux recherches. Une ancienne élève, devenue pianiste de renom, a même posté un appel sur ses réseaux sociaux qui a été partagé des milliers de fois. Un Steinway de 1923 a été volé à une professeure de piano retraitée de Bordeaux, initiale MD gravée sur le cadre. Si vous avez des informations, contactez-nous. 3 semaines ont passé. 3 semaines d'attente, d'espoir et de déception. Des fausses pistes, des informations contradictoires. Un moment, quelqu'un a cru voir le piano dans une salle de vente à Lyon. C'était un autre Steinway de la même époque, mais pas le mien. Et puis, le 8 avril 2024, Monsieur Chevalier m'a appelé. Je l'ai trouvé. Mon cœur a fait un bond. Où? À Paris, chez un antiquaire spécialisé du 16e arrondissement. Il appartient maintenant à un certain Philippe Monclerc, un collectionneur d'instruments anciens. Apparemment, c'est lui qui l'a acheté à la brocante de Libourne. J'ai noté le nom, l'adresse, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le stylo. Monsieur Chevalier, comment puis-je jamais vous remercier? Récupérez ce piano, Madame Delmas, c'est tout ce que je demande. Et quand vous l'aurez récupéré, jouez-moi quelque chose, ce sera ma récompense. Dès le lendemain, je prenais le TGV pour Paris. Je n'étais pas montée à la capitale depuis des années. La dernière fois, c'était pour un concert à la salle Pleyel, 5 ans auparavant. Henri m'avait accompagnée. Nous avions passé un week-end merveilleux entre musées, restaurants et promenades le long de la Seine. Cette fois, je voyageais seule, et mon cœur n'était pas à la découverte touristique. L'antiquaire de Philippe Monclerc s'appelait Harmonie Ancienne. Il occupait une boutique élégante de la rue de la Pompe, avec une devanture en bois peint et des vitrines où s'exposaient des violons, des harpes miniatures et des instruments que je ne connaissais pas. J'ai poussé la porte. Une clochette a tinté. L'odeur m'a enveloppée immédiatement. Bois ancien, cire, papier jauni, l'odeur de la musique d'autrefois.
Un homme est apparu derrière un comptoir. Grand, mince, la soixantaine élégante, des cheveux argentés, un costume parfaitement coupé, des lunettes fines. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?»« Monsieur Moncler ?»« Lui-même. » J'ai pris une grande inspiration. « Je suis Marguerite Delmas. Je viens pour le Steinway de 1923 que vous avez acheté à Libourne le mois dernier. » Son expression s'est figée. Un éclair de quelque chose, de la compréhension peut-être ou de la méfiance, a traversé son regard. « Ah !» a-t-il dit lentement, « le piano aux initiales MD. Mes initiales. Ce piano m'appartient. » Un long silence a suivi. Moncler m'a dévisagé avec une attention nouvelle. Puis il a fait un geste vers l'arrière de la boutique. « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Je l'ai suivi à travers un dédale de pièces encombrées d'instruments et de partitions. Et puis, au fond d'un atelier, je l'ai vu. Mon Steinway. Il était là, majestueux, intact, comme si rien ne s'était passé. La laque noire brillait sous les néons de l'atelier. Le couvercle était ouvert, révélant les touches d'ivoire que j'avais caressées des milliers de fois. J'ai senti mes jambes fléchir, les larmes sont montées à mes yeux. Je me suis approchée comme on s'approche d'un être cher qu'on croyait perdu à jamais. Mes doigts ont effleuré le bois. J'ai senti sous ma paume les légères imperfections de la surface, ces petites marques que seule une intimité de plusieurs décennies permet de connaître. C'était bien lui, c'était mon piano. Je me suis retournée vers Moncler. Il me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Je savais que quelqu'un viendrait », a-t-il dit doucement. « Un instrument comme celui-ci n'arrive pas dans une brocante de province par hasard. Il y a toujours une histoire derrière. Une histoire de perte, de trahison, de douleur. » Il a marqué une pause. « Racontez-moi la vôtre. » Et je lui ai tout raconté. Henri, notre mariage, le cadeau, 42 ans de musique, l'arthrose, Nathalie, le vol, la quête. Quand j'ai eu terminé, Moncler est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a hoché lentement la tête. « J'ai payé 25 000 € pour ce piano, a-t-il dit. Je sais qu'il en vaut bien plus. Peut-être 60 000, peut-être davantage, compte tenu de son histoire et de son état de préservation. Mais l'argent n'est pas tout. Qu'est-ce que vous voulez ? » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Je veux vous entendre jouer. » C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Ces mains que l'arthrose avait rendues incertaines, ces mains que je ne faisais plus confiance pour exécuter les pièces que j'avais autrefois maîtrisées. « Je ne joue plus, » ai-je murmuré. « Mes doigts ne m'obéissent plus comme avant. » Moncler a souri. « Madame Delmas, j'ai passé ma vie entourée d'instruments et de musiciens. J'ai appris quelque chose. La musique n'est pas qu'une question de technique, c'est une question d'âme. Et l'âme ne vieillit pas. » Il a désigné le tabouret devant le Steinway. « S'il vous plaît, une seule pièce, celle que vous voulez. » Je me suis assise. Le tabouret avait exactement la même hauteur que celui que j'utilisais chez moi. Mes pieds ont trouvé naturellement les pédales. Mes mains se sont posées sur les touches. Et j'ai joué. Le nocturne en mi bémol majeur de Chopin. Le premier morceau qu'Henri avait reconnu, ce jour lointain à la bibliothèque du conservatoire. Le morceau qui nous avait réunis. Le morceau qui avait traversé toute notre vie ensemble. Mes doigts étaient raides, certaines notes n'étaient pas parfaites, il y avait des hésitations, des fausses nuances, des moments où la douleur dans mes articulations me faisait grimacer. Mais la musique était là. Elle s'élevait dans l'atelier poussiéreux, elle remplissait l'espace, elle racontait mon histoire mieux que tous les mots du monde. Quand j'ai terminé, le silence était total. J'ai levé les yeux vers Moncler. Il pleurait. « Reprenez votre piano, Madame Delmas, » a-t-il dit d'une voix étranglée. « Il vous appartient. Il a toujours été vôtre. Je
Je n'ai pas 25 000 euros. Il a secoué la tête. Je ne veux pas de votre argent. Ce que vous venez de me donner vaut bien plus que n'importe quelle somme. Emportez-le, emportez-le et continuez à jouer. Promettez-moi juste une chose. Laquelle? Donnez un concert, un vrai concert, devant un public. Faites entendre cette musique à d'autres, ne la gardez pas pour vous seul. J'ai promis. 3 mois plus tard. C'est le temps qu'il a fallu pour organiser ce qui allait devenir le concert le plus important de ma vie. L'idée m'est venue pendant le trajet de retour de Paris, alors que le TGV traversait la campagne française à grande vitesse et que le Steinway voyageait dans un camion spécialisé quelque part derrière moi. Un concert, pas n'importe quel concert, un concert de charité, dont les bénéfices serviraient à créer un fonds de protection pour les personnes âgées victimes d'abus financiers et psychologiques. J'avais vécu cette expérience, j'avais senti ce que c'était d'être dépossédé, ignoré, traité comme quantité négligeable. Je voulais que mon histoire serve à quelque chose. Je voulais que d'autres femmes, d'autres hommes de mon âge sachent qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient des droits, qu'ils pouvaient se battre. J'ai contacté le Grand Théâtre de Bordeaux. Le directeur, M. Laroche, était un ancien camarade du conservatoire. Il m'a écouté exposer mon projet avec une attention croissante. « Marguerite, a-t-il dit quand j'ai eu terminé, c'est une idée magnifique. Le Grand Théâtre serait honoré de vous accueillir. » Le concert a été fixé au 15 juin 2024, le jour anniversaire de mon mariage avec Henri. Ce n'était pas un hasard. Pendant les semaines de préparation, j'ai travaillé comme je n'avais pas travaillé depuis des années. Des heures de répétition chaque jour, malgré la douleur dans mes doigts. Des exercices d'assouplissement, des séances chez le kinésithérapeute, des bains de paraffine pour soulager l'arthrose. Je voulais être au meilleur de mes capacités pour cette soirée. Et pendant ce temps, la nouvelle s'est répandue. Le monde musical bordelais était petit, les rumeurs voyageaient vite. Bientôt, tout le monde savait ce qui s'était passé. Le piano volé, la belle fille sans scrupules, la quête pour le retrouver, le concert de charité. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. Nathalie, qui était revenue de son prétendu voyage d'affaires quelques jours après l'achat de mon billet pour Paris, s'est retrouvée confrontée à un mur de froid mépris partout où elle allait. Au supermarché, des connaissances changeaient de fil pour éviter de lui parler. À son travail, des collègues lui jetaient des regards en coin. Une cliente importante de son agence, une vieille amie à moi que je n'avais même pas contactée, a retiré son compte en citant explicitement l'affaire du piano. La honte que Nathalie avait voulu m'infliger lui revenait en plein visage. Et Julien, mon fils était déchiré. Je le voyais se débattre entre sa femme et sa mère, incapable de choisir un camp, paralysé par sa propre faiblesse. Il avait pris ses distances avec Nathalie, dormait dans la chambre d'amis, passait ses soirées à travailler plutôt qu'à lui parler. Mais il n'avait pas encore eu le courage de la confronter vraiment. Ce courage, il l'a trouvé la veille du concert. Je l'ai entendu, sans le vouloir. Leur voix montait de la cuisine, suffisamment forte pour traverser les murs. « Tu as détruit quelque chose d'irremplaçable, Nathalie. Pas seulement le piano. Tu as détruit la confiance de ma mère. Tu as détruit notre famille. » Je n'ai fait que moderniser cette maison. Elle ne jouait même plus de ce piano, à son âge. C'est là que Julien l'a interrompu. Intime, mais méconnaissable. Arrête. Arrête de parler de son âge comme si c'était une maladie. Ma mère a 69 ans. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle a retrouvé son piano à travers tout un réseau de contacts. Elle va donner un concert demain soir devant des centaines de personnes. Elle a plus de vitalité et de détermination que toi et moi réunis. Julien, Non, laisse-moi finir. Depuis que tu es entré dans cette famille, tu n'as eu qu'un objectif, prendre le contrôle de la maison, des décisions, de moi. J'ai fermé les yeux parce que c'était plus facile, parce que je n'aime pas le conflit.
Mais c'est terminé. Si tu veux rester dans cette maison, tu vas t'excuser auprès de ma mère, sincèrement, publiquement, et tu vas rembourser l'argent que tu as touché en vendant ce piano. » Un silence. Puis la voix de Nathalie, plus basse, plus dure. « Et si je refuse, alors tu peux faire tes valises. » J'ai entendu une porte claquer, des pas dans l'escalier, et puis le silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas d'angoisse cette fois, mais d'excitation et, je dois l'avouer, d'une certaine fierté. Mon fils avait enfin trouvé sa voie. Il avait défendu sa mère. Il avait posé des limites. C'était peut-être, finalement, le plus beau cadeau que cette épreuve m'avait offert. Le 15 juin 2024, je me tenais dans les coulisses du Grand Théâtre de Bordeaux, vêtue de ma robe de concert noire, celle que je portais pour toutes les grandes occasions depuis 30 ans. Derrière le rideau, j'entendais le murmure du public. Plus de 800 personnes avaient pris place dans la salle dorée. Des amis, des collègues, des anciens élèves, des inconnus aussi, attirés par l'histoire qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Et quelque part dans cette foule, Nathalie, elle était venue. Je ne m'y attendais pas. Elle s'était assise au fond de la salle, seule, vêtue de gris. Julien m'avait prévenu de sa présence quelques minutes avant le début du concert. « Elle veut s'excuser », avait-il dit. « Elle m'a demandé si elle pouvait te parler après. » J'avais hoché la tête sans répondre. Le temps des excuses viendrait peut-être, mais pas ce soir. Ce soir était consacré à la musique. Les lumières de la salle se sont éteintes. Un projecteur s'est allumé sur la scène. Et je suis entrée. Le Steinway trônait au centre, majestueux, sa laque noire reflétant les lumières dorées du lustre. Je me suis approchée lentement, savourant chaque pas, chaque seconde. Le public applaudissait. Je ne les voyais pas vraiment. Mon attention était tout entière focalisée sur l'instrument. Je me suis assise. J'ai ajusté le tabouret. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Et puis, j'ai commencé à parler. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Avant de jouer, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de ce piano. J'ai parlé pendant 10 minutes. De Henri, du mariage, du cadeau, de 42 ans de musique, de l'arthrose qui m'avait fait douter, de la perte, de la quête, de la découverte. Je n'ai pas mentionné le nom de Nathalie. Je n'ai pas cherché à l'humilier publiquement. Ce n'était pas mon but. Mon but était de témoigner, de montrer ce qui arrive quand on considère les personnes âgées comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains à part entière. Et c'est pourquoi, ai-je conclu, tous les bénéfices de ce concert seront versés à un fonds que nous créons ce soir. Le fonds Henri Delmas pour la protection des aînés. Un fonds destiné à aider les personnes âgées victimes d'abus financiers, psychologiques ou matériels. Parce que personne ne devrait avoir à vivre ce que j'ai vécu. Parce que l'âge n'est pas une diminution, mais une richesse. Le public applaudissait, certains pleuraient. J'ai attendu que le silence revienne. Et maintenant, jouons. J'ai joué pendant 1h30. Chopin, bien sûr, Beethoven, Schumann, Debussy, des morceaux que j'avais travaillés pendant des mois, d'autres que je connaissais depuis l'enfance. Mes doigts n'étaient pas parfaits, il y avait des notes hésitantes, des passages où la douleur me faisait grimacer. Mais je m'en fichais, la musique s'élevait, pure et vraie, portée par 40 ans de pratique et une vie entière d'amour. Et pour terminer, j'ai joué le nocturne en mi bémol majeur, le morceau de Henri, le morceau de notre rencontre, le morceau que j'avais joué pour Philippe Moncler dans son atelier parisien. Quand la dernière note s'est éteinte, le silence a duré une éternité. Et puis, le public s'est levé, une ovation debout, des applaudissements qui semblaient ne jamais vouloir finir. J'ai salué, les larmes coulaient sur mes joues, je les ai laissées couler. C'était le plus beau moment de ma vie de musicienne. Après le concert, il y a eu une réception dans le foyer du théâtre.
Des centaines de personnes sont venues me féliciter, me serrer la main, me raconter leurs propres histoires. Des histoires de perte, de trahison, de résilience. Des histoires qui ressemblaient à la mienne. Et puis, vers la fin de la soirée, Nathalie s'est approchée. Elle avait l'air différente, plus petite, plus fragile. Les murs de confiance et de condescendance qui l'entouraient habituellement semblaient s'être effondrés. « Belle maman », a-t-elle dit d'une voix à peine audible. « Elle s'est arrêtée, a pris une grande inspiration. « Je suis désolée. » 3 mots, c'est tout ce qu'elle a réussi à dire avant que les larmes ne la submergent. Elle pleurait silencieusement, les épaules secouées de sanglots, le visage défait. Je les regardais, cette femme que j'avais crainte, détestée, méprisée pendant des mois, cette femme qui avait failli détruire ce qui m'était le plus précieux. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Nathalie avait grandi dans une famille où l'argent et le statut comptaient plus que tout. Elle n'avait pas appris à mesurer la valeur des choses en euros et en mètres carrés. Elle n'avait jamais compris ce que le piano représentait pour moi parce qu'elle n'avait jamais possédé de semblable. Rien qui transcende la valeur marchande, rien qui soit irremplaçable. Ce n'était pas une excuse, mais c'était peut-être une explication. Je n'ai pas répondu à ces excuses ce soir-là. Je n'étais pas prête. Mais je n'ai pas non plus tourné le dos. Je l'ai simplement regardé et j'ai hoché la tête. C'était un début. 6 mois plus tard, je joue du piano tous les jours maintenant. Pas aussi longtemps qu'avant, pas aussi techniquement, mais je joue. Et chaque fois que mes doigts touchent les touches de mon Steinway, je ressens cette connexion avec Henri, avec mon passé, avec tout ce que j'ai été et tout ce que je suis encore. Le fonds Henri Delmas pour la protection des aînés a collecté plus de 200 000 € lors de sa première année d'existence. Nous avons aidé des dizaines de personnes âgées victimes d'abus. Nous avons financé des procès, des déménagements, des soutiens psychologiques. Nous avons donné une voix à ceux qui n'en avaient plus. Et moi, j'ai retrouvé la mienne. Nathalie a quitté la maison 3 mois après le concert. Pas un divorce brutal, non. Une séparation à l'amiable, presque douce. Elle et Julien ont réalisé qu'ils ne s'aimaient plus depuis longtemps. Peut-être même qu'ils ne s'étaient jamais vraiment aimés. Elle est retournée à Paris. Elle a trouvé un nouveau travail. Aux dernières nouvelles, elle va mieux. Julien vit toujours ici, avec moi. Il a commencé à prendre des cours de piano. À 59 ans, c'est un élève tardif, mais enthousiaste. Je lui enseigne les bases, comme Madame Delacroix me les a enseignées il y a 60 ans. Parfois, nous jouons ensemble, à 4 mains, des morceaux simples qui nous font rire de nos erreurs communes. La maison a changé aussi. Les stores blancs ont été remplacés par de nouveaux rideaux, choisis ensemble. Le buffet de famille a été retrouvé chez un antiquaire de Libourne, le même où Nathalie avait vendu mon piano, ironie du sort, et nous l'avons racheté. Peu à peu, la maison redevient ce qu'elle était, un foyer, un lieu de mémoire et de vie. Et le Steinway trône toujours au centre du salon, comme il l'a toujours fait. Qu'est-ce que cette histoire m'a appris ? Je me pose souvent cette question. J'ai appris que la valeur d'une chose ne se mesure pas en argent. J'ai appris que l'âge n'est pas une diminution, mais une accumulation de richesses invisibles. J'ai appris que la résilience n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Et j'ai appris une dernière chose, peut-être la plus importante de toutes. La musique guérit. Elle guérit les blessures qu'on ne voit pas. Elle reconnecte les fils brisés. Elle permet de dire ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Quand je joue maintenant, je ne joue plus seulement pour moi. Je joue pour Henri, qui m'écoute peut-être de quelque part. Je joue pour Julien, qui redécouvre la joie de la musique. Je joue pour toutes les personnes âgées qui se sentent invisibles, ignorées, sans valeur. Et je joue pour vous, qui m'avez écouté jusqu'ici. Merci.
Du fond du cœur, merci. Si mon histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être votre mère, votre grand-mère, une amie, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, que la vie continue, même après les pires épreuves, que la beauté existe toujours, même quand tout semble perdu. 1 an plus tard, c'est l'aube. La lumière du soleil commence tout juste à filtrer à travers les rideaux du salon. Je suis assise devant mon Steinway, comme chaque matin depuis mon retour. Mes doigts se posent sur les touches. L'arthrose est toujours là, bien sûr, elle ne partira jamais. Mais j'ai appris à composer avec elle, à jouer différemment, plus lentement peut-être, mais avec plus de conscience. Chaque note est un choix délibéré. Chaque accord est une victoire sur la douleur. Je commence à jouer. Le nocturne en mi bémol majeur, toujours. Mon morceau, notre morceau. La mélodie s'élève dans le silence de la maison endormie. Elle monte vers les hauts plafonds. Elle caresse les murs chargés de souvenirs. Elle s'échappe par la fenêtre entr'ouverte pour se mêler au chant des oiseaux dans le jardin. Je ferme les yeux. Et pendant un instant, je sens la présence de Henri à mes côtés. Pas comme un fantôme, pas comme un souvenir douloureux, comme une chaleur, une paix, une certitude que l'amour ne meurt jamais vraiment. La dernière note résonne longtemps dans l'air du matin. Je la laisse s'éteindre naturellement, sans hâte. Et puis, j'ouvre les yeux. Le soleil est maintenant franchement levé. Une nouvelle journée commence. Je souris. La vie continue. Et moi aussi. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous pardonné à Nathalie ? Auriez-vous cherché une autre voie ? Je suis curieuse de connaître vos pensées. Écrivez-les dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages, je vous le promets. Épilogue. 2 ans plus tard. Je viens de fêter mes 71 ans. La fête a eu lieu dans le jardin de la maison, sous le magnolia que Henri avait planté. Il y avait Julien, bien sûr, et sa nouvelle compagne, Marie, une femme douce et chaleureuse qui adore la musique. Il y avait des amis du conservatoire, des anciens élèves, des membres du fonds Henri Delmas. Il y avait même Philippe Moncler, l'antiquaire parisien, qui est devenu un ami proche. Et il y avait de la musique, beaucoup de musique. J'ai joué évidemment, pas seule cette fois, avec Julien qui a fait des progrès remarquables, avec une jeune pianiste de 20 ans, boursière du fonds, qui a un talent extraordinaire, avec un quatuor à cordes composé d'anciens élèves. La maison était pleine de vie, de rire, de mélodie. À un moment de la soirée, je me suis éloignée de la fête. J'avais besoin d'un moment de calme. Je suis allée au salon, je me suis assise devant le Steinway. Le soleil couchant entrait par la fenêtre, baignant l'instrument d'une lumière dorée. Je regardais les touches, le bois patiné, les initiales gravées sur le cadre. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La perte, la douleur, la colère, la quête, la découverte, le pardon. Chaque épreuve avait été un professeur. Chaque blessure avait été une leçon. Chaque larme versée avait nourri une force que je ne soupçonnais pas posséder. J'ai 71 ans. Mes doigts sont raides, mes articulations me font souffrir, mon corps vieillit un peu plus chaque jour. Mais mon âme, elle, n'a jamais été aussi vivante. Et la musique continue. Elle continuera toujours. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'au bout de cette histoire. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que quelque chose en vous a résonné avec mon parcours. Je vous en suis profondément reconnaissante. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Car la vie est courte, mais l'amour, lui, est éternel. À bientôt!